Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Au Canada, le terme peuple autochtone se réfère en fait à trois grands groupes. Il y a les Inuits, le peuple métis et les Premières Nations. Donc, c'est ces trois grands groupes-là qu'on appelle peuple autochtone et qui ne sont pas vraiment pareils. Je vais expliquer plus en détail par après. Donc, on va y aller groupe par groupe. Le peuple inuit. Alors, les Inuits, on en retrouve en fait dans plusieurs régions. On en retrouve même dans plusieurs pays. Il y en a aussi en Russie, au Nunavut, évidemment. Dans le nord du Québec, Terre-Neuve et Labrador, les territoires du Nord-Ouest, tout ça dans le nord, c'est toujours dans les régions arctiques, naturellement. On ne les appelle pas les Esquimaux, contrairement à ce que j'avais pu voir un petit peu partout. Non, c'est Inuit. Inuit, ça veut dire peuple, en fait, dans leur langue. Leur langue, c'est l'Inuktitut. Je suis désolé si je l'ai mal prononcé. Mais ils ne parlent pas tous cette langue-là. Il y a plusieurs dialectes selon les régions dans lesquelles ils vivent, mais la langue majoritairement parlée, c'est celle-là. Il existe un art inuit, évidemment. Il existe un art inuit qui est quand même assez populaire ou qui essaye de se diffuser à travers le reste du monde. Pour les Inuits, ce que j'ai pu apprendre sur eux, ce qui est le plus important, c'est la revendication du territoire. Donc c'est pour ça qu'ils sont très à cheval là-dessus, et c'est normal, puisque c'était quand même les premiers habitants de la région, dans ces régions-là, bien avant que les Européens arrivent. C'est pour ça qu'on appelle ça les autochtones, parce que le terme autochtone, il se retrouve d'un pays à un autre, naturellement. Donc c'est ça la revendication du territoire, et en 1999 en fait le gouvernement canadien a créé la province du Nunavut, qui veut dire en Inuktitut, désolé de mal prononcer encore, c'est difficile pour moi qui ne connais pas cette langue là, qui veut dire notre terre. Donc c'est vraiment pour eux quand même une certaine victoire par rapport à ça. Ils ont des droits qui sont accordés par le gouvernement du Canada. Il y a notamment un ministère, l'AANC je pense, qui est le ministère en fait autochtone, plus ou moins, oui c'est ça, ministère autochtone au niveau fédéral, donc qui gère un petit peu tout ce qu'il y a en rapport avec tous les autochtones, et donc y compris les Inuits. Et je sais qu'ils ont certains droits, notamment parce qu'ici, par exemple, il y a des quotas qui doivent être pour la pêche ou pour la chasse, qui sont signifiés par le gouvernement du Canada. Et eux, ils ont certains droits de plus que peut-être d'autres personnes qui veulent aller pêcher, comme des Québécois, par exemple, ou d'autres Canadiens. Parce que c'est les droits ancestraux, les droits de la terre. Donc le gouvernement en aura donné davantage. Alors, il y a eu une petite dispute, j'ai lu récemment, notamment sur la pêche au saumon, parce que il y en a des Québécois qui prennent des avions et qui vont pêcher là-bas dans ce qu'on appelle les pourvoiries, et ça dépassait les quotas, etc. Donc il y avait une petite mésentente là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je sais que, bon, c'est sûr que aussi les Inuits, peut-être un petit peu moins que les Premières Nations, mais quand même, il y a eu une espèce d'effort d'assimilation par le passé qui a été fait par le Canada il y a quand même relativement longtemps, jusqu'à quand même dans les années 60, pas mal. Donc c'est certain que pour eux, leur support identitaire est super important. Et à l'heure actuelle, ils essayent, notamment dans les écoles, là-bas, je sais, d'incorporer dans l'éducation de base des valeurs et des traditions inuites, ce que je trouve relativement bien. Dernier petit point, j'ai lu aussi récemment qu'ils faisaient une station de recherche, je pense que c'est une station de recherche scientifique que le Canada veut créer complètement dans l'Arctique, dans cette région-là, et 65% des gens qui sont embauchés pour construire cette station-là sont d'origine inuite. Encore une fois, c'est un accord entre le gouvernement canadien et les Inuits. Et cette chose-là, voilà, vraiment importante que je voulais dire, comme le Nunavut, par exemple, est quand même une région, un peu comme le Québec, semi-autonome. Donc, il y a énormément de choses que cette province-là
va gérer elle-même. Donc ils peuvent s'auto-gérer par rapport à leur culture, leur tradition, même en étant dans l'ère moderne, qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement, comment ils s'auto-gèrent finalement, tout en étant au sein du Canada. Parce qu'il ne faut pas oublier le support identitaire, c'est super important. Peu importe d'ailleurs ton origine. Tout le monde le sait. Le peuple métis, donc le peuple métis, il porte bien son nom, c'est vraiment métissé. En fait, ce sont des descendants à la fois d'Européens et de Premières Nations. Donc, les Premières Nations, il faut peut-être que je le dise maintenant avant de parler des Premières Nations. Les Premières Nations, c'est ce que les gens appellent un petit peu péjorativement partout les Indiens, les Amérindiens. On ne peut pas les appeler les Indiens parce qu'ils ne sont pas en Inde et que au départ, en fait, Christophe Colomb, je pense, c'était ça, il s'était trompé de route et il était tombé en Amérique et il pensait qu'il était sur la route des Indes. Donc quand il les avait rencontrés, il les avait appelés les Indiens. Mais ce ne sont pas des Indiens. On n'appelle pas ça non plus des Amérindiens parce que ce ne sont pas des Indiens d'Inde qui vivent en Amérique. Donc finalement, on leur a donné le nom de Première Nation, même si c'est vrai que le terme indien revient souvent. Parenthèse fermée, pour les métis, donc, c'est ça que je disais, leurs descendants sont à la fois européens et de certaines Premières Nations, de certaines nations. Donc des Premières Nations, ça a fait le peuple métis. Ils parlaient le Métis. Je sais qu'à l'heure actuelle, ils tendent à ce que cette langue-là revienne. Donc, c'était la langue qu'ils parlaient. C'est une sorte de langue qui est en fait un mélange entre le français et une langue d'une des nations, des Premières Nations, dont je ne sais pas laquelle, je ne veux pas dire de bêtises, et ça a donné cette langue-là. Alors, les métis, ils s'étendent, c'est principalement dans les provinces des prairies, donc ça veut dire le Manitoba, Saskatchewan, Alberta, mais on va retrouver aussi des métis jusqu'en Colombie-Britannique, il y en a au Québec et il y en a même aux États-Unis, des peuples métis. Les métis, je sais que j'ai lu il n'y a pas longtemps, ils ont aussi un gros problème identitaire, mais à l'intérieur même de leur nation, je dirais. Parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps le ralliement national métis, par exemple, et le peuple métis, et je pensais qu'il y avait quelqu'un qui arrivait de dehors. Ça faisait bizarre, mais non, c'était juste du bruit. Le peuple métis du Québec voulait donc être reconnu en tant que peuple métis, et le ralliement national donc métis, regroupement-là national, ne veut pas les reconnaître comme un peuple métis. Là, il a de difficultés. Le support identitaire est super important. En fait, chez eux, ça remonte à un monsieur qui s'appelle Louis Riel. Ça, on parle, c'était à l'époque en 1844, je pense 1880 ou quelque chose comme ça, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais plus exactement les dates, mais on s'entend que c'est pas d'hier. Et ce monsieur-là, en fait, il avait fait la révolte de la Rivière Rouge au Manitoba. C'est-à-dire que le gouvernement canadien avait, à l'époque, donc c'était il y a quand même très longtemps, en 1869, avait annexé le Manitoba. Donc le Manitoba n'est plus à toi, le Manitoba est à moi. En gros, c'est ce qui s'est passé. Et Louis Riel, qui était un métis, était le chef de file de la révolte en disant non, ce territoire ne vous appartient pas et on va former un gouvernement métis autonome et on va s'autogérer dans cette partie-là car c'est à nous, depuis tout le temps, ou depuis longtemps. Donc, il y a eu ce problème-là et Louis Riel finalement a fini par être un des premiers, ou le premier en fait, membre du peuple métis à être au gouvernement canadien par la suite. C'est sûr que je schématise, l'histoire est beaucoup plus longue, on n'est pas là pour faire de l'histoire, mais tout ça pour dire que le ralliement national affirme que si tu n'es pas un descendant quelque part de cette révolte-là, de la révolte de ceux qui ont participé à cette révolte-là, de la Rivière Rouge, tu ne fais pas partie du peuple métis. Donc il y a vraiment un problème là-dessus identitaire. Le peuple métis, je sais qu'il y en a quand même pas mal qui vivent dans des réserves, et les réserves, je vais en parler un peu plus au niveau des Premières Nations,
c'est semi-autonome aussi. Il y a du gouvernement fédéral là-dedans qui va les aider, évidemment, il y a des subventions qui sont données, mais la plupart du temps, ils se gèrent et ça peut créer des problèmes d'une nation à une autre. Donc ça, on va en revenir plus en détail. Mais c'est ça, grosso modo, le peuple métis, c'est ça, c'est aussi très compliqué. Et on s'entend qu'au niveau après de l'intégration au Canada, est-ce que c'est eux qui doivent vraiment s'intégrer? C'est là le problème de cette vidéo-là, c'est qu'on ne sait pas trop qui doit s'intégrer où. Les Premières Nations. Alors les Premières Nations, ça c'est quand même assez gigantesque. Il y a là-dedans 50 nations, et sous ces 50 nations-là, il y a 630 communautés. Des nations, je vais donner des exemples comme nom, il y a les Mohawks, il y a les Cris, il y a Algonquins, je pense, Innu, il y en a vraiment quand même pas mal, je ne veux pas dire de bêtises. Et sous ces nations-là, en fait, donc c'est vraiment des noms qu'on pourrait appeler à l'époque des tribus, on va dire grosses tribus, mais on appelle ça des nations. On ne veut pas utiliser le terme péjoratif, absolument pas, et je ne veux pas le faire. Donc c'est ça. Et en dessous de ces nations-là, il va y avoir justement d'autres regroupements communautaires. Différentes communautés, il y en a, comme j'ai dit, 630 à peu près. Ça c'est au travers du Canada, mais il y en a aussi évidemment aux États-Unis. Et une même nation, comme par exemple j'ai dit les Inuits, une même nation ou les Mohawks vont se retrouver d'une province à une autre, mais les communautés qui sont en dessous de ces nations-là ne seront pas nécessairement les mêmes. Au niveau de la langue, autochtone, évidemment, ou en tout cas langue des Premières Nations, puisque autochtone, c'est comme je l'expliquais au début de la vidéo, ce n'est pas ça. Mais au niveau des Premières Nations, ils ont des langues quand même différentes aussi, évidemment, d'une nation à une autre. Ce n'est pas nécessairement la même chose, ou les mêmes. C'est sûr que ça se rejoint quand même hein, au niveau des traditions, de l'art, etc. Mais d'une nation à une autre, il y a des différences, c'est certain. Premières Nations, ils ont eu beaucoup de mal avec le gouvernement canadien, peut-être un peu plus que... Les Métis quand même pas mal, mais peut-être un peu plus que les Inuits. Il y a eu un effort de la part du gouvernement canadien quand il a été fondé, hein, puisque finalement c'était toute une suite, les Français sont arrivés, ils ont colonisé en masse le Canada, et ont fini par se faire submerger par les Britanniques. Il y a eu une espèce d'effort d'assimilation des Britanniques qui ont essayé d'assimiler le peuple français. Ça n'a pas nécessairement fonctionné, mais ça a été sur une très longue période. Le peuple francophone, pas français, mais français au départ, mais qui est devenu après francophone, on va dire francophone plutôt, puisqu'ils ont une identité culturelle propre à eux-mêmes ici, ont résisté, et à l'heure actuelle le Canada est bilingue, et il y a encore quand même des efforts pour continuer à mettre en valeur le milieu francophone. Mais là-dedans, il y a aussi des Premières Nations, et le gouvernement canadien de l'époque, hein, on parle 1867, c'était la Confédération, donc dans ces années-là, il y a eu un effort d'assimilation du peuple des Premières Nations assez important, vraiment énorme. Ils ont tout fait pour ça. Ils ont créé même des pensionnats qui ont existé au Québec jusqu'en 1990, où on arrachait des enfants de force de leur famille, et on essayait de leur inculquer, on leur interdisait de parler leur langue natale, et on leur inculquait de force les valeurs du... j'appellerais ça colonisateur finalement, hein, quelque part, c'est un petit peu ça. Pour comprendre les Premières Nations, en fait, moi je dirais que si tu vis à l'heure actuelle dans un pays qui a déjà été colonisé, que ce soit des pays d'Afrique du Nord, des pays d'Asie, Amérique latine, etc., et que par la suite, pas tous les pays qui ont été colonisés ont eu leur indépendance, mais il y en a quand même certains qui ont fini par avoir leur indépendance, soit au travers de guerres ou de traités, c'est certain que tu dois comprendre ce qu'il en est. Je sais qu'il y a certains pays qui ont décidé de continuer la modernité, leur évolution, sur les vestiges du colonialisme, et d'autres qui ont carrément renié complètement les vestiges du colonialisme et qui ont décidé de faire eux-mêmes leur propre pays, leur propre nation. Les Premières Nations, eux, comment dire, ils ont subi tout ça, cet effort de colonialisme et de colonisation, mais ils n'ont pas eu d'indépendance par après. Donc, ils n'ont jamais eu de guerre d'indépendance, ils n'ont jamais eu leur propre territoire en tant que tel à eux-mêmes. Donc, ils sont toujours au sein...
c'est là où ça devient très compliqué et où les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'ils sont toujours au sein d'un pays qui n'est pas leur identité. Et c'est là où c'est complexe. Parce que oui, effectivement, le Canada, c'est moderne. Et à l'heure actuelle, le gouvernement, il y a des réserves qui ont été établies. Et il y a beaucoup de nations qui ont des réserves et qui sont semi-autonomes dans leurs réserves et qui essayent de gérer eux-mêmes leurs réserves de la manière la meilleure possible. Mais il y a toujours ce problème qui est là en arrière. C'est relativement compliqué. Je sais qu'il y a la nation des Cris qui, eux, ont réussi, puisque comme je l'ai expliqué, les nations peuvent se retrouver dans plusieurs provinces, mais eux, ils ont réussi à se rallier, même s'ils avaient certaines langues qui n'étaient pas identiques dans une même nation. Ils ont réussi à se rallier ensemble, à vendre certains territoires qu'ils avaient dans le nord pour la création de barrages, faire énormément d'argent. Du coup, on parle en milliards. Et dans leurs réserves, ils ont établi un système véritablement d'éducation moderne, etc., où ils allient d'ailleurs l'éducation moderne aux traditions qui sont des Premières Nations, et ils essayent de conserver un petit peu leur support identitaire qui est très important, comme je le disais. Donc c'est sûr que les Premières Nations, c'est pas évident. Toujours par rapport à cet effort d'assimilation, le gouvernement canadien avait créé la loi sur les Indiens, qui existe encore à l'heure actuelle, qui s'appelle encore la loi sur les Indiens. Et c'était une loi qui, au départ, était uniquement pour assimiler le peuple indien, les Premières Nations. C'était carrément ça, jusqu'en 1950, je pense, 1952, où tu pouvais, à ce moment-là, en tant que Première Nation, avoir le statut de citoyen canadien sans répudier ton statut de Première Nation. Parce que c'était ça le nœud du problème jusque-là. Et en 1985, il y a eu un grand assouplissement de cette loi-là, parce qu'il y a eu la Charte des droits et libertés, qui donne notamment le droit de culte et le droit de culture, de ta culture, de tes traditions. Donc c'est certain que cette loi a dû être modifiée par rapport à ça. Donc les Premières Nations, je vais continuer à en parler parce qu'il y a énormément de choses. Je sais que le gouvernement canadien, je pense c'était en 2017 sous Harper, non c'était pas en 2017, en 2007 je pense, sous Harper, je ne veux pas dire de bêtises, je suis pas certain, donc je ne veux pas dire de bêtises, en tout cas c'était Harper, ça je m'en souviens, la date je suis plus très sûr, il a présenté ses excuses aux Premières Nations par rapport aux pensionnats, à l'horreur des pensionnats qu'il y avait pu avoir jusqu'en 1990. Donc c'est très très problématique ce qui se passe avec les Premières Nations. Toujours pour les Premières Nations, parce que c'est un sujet qui est vraiment relativement délicat, ça fait énormément polémique ici. Je pense que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que très honnêtement, il y a un problème de communication. Les gens, que ce soit les Québécois ou les Canadiens, mais on va parler des Québécois parce que je dis ici, c'est très compliqué à expliquer. Ils montrent du doigt peut-être un petit peu les Premières Nations en disant vous avez plein d'atouts, vous avez plein de choses qui sont données par le gouvernement canadien, et néanmoins vous ne partagez pas ces ressources peut-être, ou vous n'êtes pas content de ce qu'on vous donne. Mais les Premières Nations ont une manière de faire et une tradition qui est complètement différente de ce que peut être les nôtres, ce qui est normal. Et c'est quand même des gens qui sont relativement ouverts, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça, j'en suis persuadé, parce que je l'ai vu au travers de ce que j'ai vu sur Internet et des recherches que j'ai faites et de ce que m'a dit ma conjointe. Et je pense effectivement qu'il y a quand même une certaine ouverture, mais il ne faut jamais, d'après moi, oublier que c'était chez eux quand même à la base. Et même si ça fait longtemps, c'est pas grave, c'était quand même chez eux. Et c'était leur terre, c'était leur manière de faire, c'était leur manière de vivre, c'était leur croyance. Et on a décidé de leur inculquer d'autres manières de faire, de force. Donc, à l'heure actuelle, on s'excuse, mais il faut se mettre à leur place. C'est pas évident non plus d'essayer de se retrouver là-dedans. Donc, ils essayent, ils font beaucoup d'efforts, je pense. Et c'est sûr que, bon, les nations sont gouvernées aussi par ce qu'on appelle ici des bandes. Bandes, c'est le terme. Et je sais que j'ai vu qu'il y avait de la corruption aussi au niveau
les Premières Nations sont des êtres humains et c'est sûr qu'ils ne sont pas parfaits, comme nous, on n'est pas parfaits. Donc il y a aussi de la corruption chez eux, il y a aussi des mauvaises personnes, mais il n'y a pas que des mauvaises personnes. Donc c'est ça, c'est un problème qui est quand même assez important. Je vais parler de certains éléments qui ont eu lieu par le passé, qui sont quand même relativement importants, des événements. Donc notamment, par exemple, la crise d'Oka, qui a eu lieu en 1990. Ça, c'est quoi la crise d'Oka? En fait, c'est un territoire Mohawk à la base, mais que le gouvernement canadien n'a jamais reconnu comme territoire Mohawk, et en disant que c'était une partie qui était donc fédérale. Ça appartient au gouvernement canadien. Le gouvernement canadien a décidé en 1990 d'agrandir, pas le gouvernement canadien, je dis des bêtises, certains gars ont décidé, c'est pas le gouvernement canadien qui a décidé ça, certains gars, je reprends ce que j'ai dit, certains gars ont décidé en 1990 d'agrandir leur terrain de golf. Le problème, donc dans cette région-là, le problème c'est que leur terrain de golf empiétait sur un cimetière traditionnel Mohawk. Les Mohawks n'ont pas été d'accord et finalement ça a été le clash, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu une rébellion Mohawk en disant tu ne peux pas agrandir ton terrain de golf sur un cimetière ou sur une terre qui nous appartient. Le gouvernement canadien, la Sûreté du Québec, d'abord la police du Québec a essayé d'intervenir, mais il y a eu des échanges de coups de feu, ça s'est quand même relativement mal passé, ça a été jusque-là. Le gouvernement canadien a fini par intervenir, il y a eu un mort, et je pense que c'est ça, c'est un officier de la Sûreté du Québec. Je pense que c'est pas mal quand ça en est arrivé là, parce que personne voulait en arriver là d'après moi, que ça s'est calmé. Et finalement, il n'y a pas eu. Le golfe s'est pas agrandi. Et voilà. Mais le territoire, par contre, n'a pas été donné aux Mohawks. Pour autant. Il est toujours sous l'égide fédérale. Donc, on voit tout de suite que là, il y a un gros problème à ce niveau-là. Donc je voudrais renvoyer aussi à un film qui existe et qui a été fait par l'ONF, c'est Richard Desjardins qui l'a créé, ça s'appelle Le Peuple Invisible. Peut-être que ça expliquera mieux ce que j'essaye moi de raconter ou d'expliquer. Je suis juste un immigrant qui suis ici et je regarde ça d'un point de vue extérieur, donc c'est certain que ça peut être pour moi compliqué de comprendre l'ensemble de la problématique qui est gigantesque. Mais Le Peuple Invisible, je te renvoie à ça, je mettrai le lien dans la description. Et d'après moi, tu devrais trouver pas mal plus... C'est un très bon film en plus, pas mal d'infos sur toutes ces problématiques-là. Donc, Le Peuple Invisible de Richard Desjardins. Autre exemple que je vais donner, le Livre Blanc. Je vais parler du Livre Blanc, ça c'est relativement atroce aussi. En 1969, en fait, le ministre des Affaires autochtones de l'époque, c'était Jean Chrétien, avec le Premier ministre, Pierre Elliott Trudeau, qui est le père du Premier ministre actuel, Justin Trudeau, ont essayé de faire passer ce qu'on appelle le livre blanc. Donc ça, c'était en fait une assimilation totale et absolue des Premières Nations au peuple canadien, au peuple qui deviennent canadiens, carrément quoi. On oublie le statut d'Indiens qu'ils ont le droit à travers la loi sur les Indiens, parce que c'est sûr que les Premières Nations, eux, ils ont voulu conserver cette loi-là, même si elle est un petit peu encore à l'heure actuelle injuste, parce qu'elle leur confère le statut de Première Nation par rapport à leur naissance, ou, etc., ou à leurs origines. Donc, eux, ils voulaient complètement effacer ça. Cette loi-là, tu n'es plus... c'était ça le livre blanc. Tu n'es plus de Première Nation, tu es Canadien, tu n'as droit à plus rien, tu es juste Canadien comme les autres, et puis c'est tout. Mais on ne peut pas éliminer, je pense, l'identité de quelqu'un comme ça, juste en tirant un trait dessus. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Donc, finalement, ça a été... ça n'a pas passé. En 1970, les gens ont été massivement contre, et le livre blanc a absolument pas fonctionné. Grâce à Dieu, je dirais, quelque part. Deux personnes, pour finir, dans le peuple des Premières Nations qui sont réellement importants, je pense. Il y a Robert Falcon Ouellet. Lui, il est affilié au Parti libéral du Manitoba et c'est le député fédéral de Winnipeg. Donc il est carrément au gouvernement fédéral. C'est quelqu'un qui est quand même relativement important. Il a essayé de faire passer une loi, et ça n'a pas fonctionné, où il voulait que les langues autochtones soient reconnues, les langues, oui, autochtones, c'est ça, soient reconnues
comme des langues comment dire, officielles du Canada. Puisqu'à l'heure actuelle, le Canada est officiellement bilingue, il est anglais et français. Et lui, il voulait que, comme les Autochtones, comme je le disais au départ, c'était quand même leur territoire à la base, donc il voudrait que leur langue soit reconnue de manière officielle, même si ça prend un traducteur, c'est pas grave. Il y aura un traducteur qui sera sur place quand ce sera le moment de parler au gouvernement pour que tout le monde comprenne. Et ça a été refusé. Et je sais qu'il y a une vidéo, et ça je vais mettre le lien dans la description aussi, peut-être que du coup tu comprendras un petit peu mieux le problème qu'il peut y avoir ici, de Roméo Saganache sur YouTube. Donc lui, c'est un membre de la Nation Cri, c'est aussi quelqu'un d'important, il fait partie du nouveau Parti démocratique, le NPD, je te renvoie à la vidéo sur la politique fédérale, si tu veux en savoir davantage. C'est un avocat, et il est député de la circonscription Abitibi, Baie James, etc. Et il fait un discours notamment sur YouTube que tu peux voir où il explique sa tristesse du fait qu'on ne reconnaisse pas les langues autochtones comme des langues officielles du Canada. Donc c'est ça, je vais mettre le lien aussi dans la description, je ne sais pas si j'ai dit, oui je l'ai dit. Mais c'est ça, je suis un petit peu... c'est très difficile à expliquer. Quand on fait le tour un petit peu de tout ça, c'est assez émouvant aussi, parce que c'est sûr que je comprends la complexité des choses, et je pense être de tout cœur avec les Premières Nations, et j'espère que c'est quelque chose qu'ils arriveront à... Leur support identitaire, et tout ce qui englobe cette idée-là, j'espère qu'à un moment donné, ils vont avoir plus de force là-dedans, et qui vont plus peut-être se faire reconnaître comme véritablement les Premières Nations. C'est leur nom, hein, quelque part. Donc, c'est à voir, à venir. On verra. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était en ce qui concernait les Autochtones. J'en parlais tout à l'heure, les liens. N'hésite pas à aller voir notamment le film Le Peuple Invisible. Je pense que ça va beaucoup t'éclairer sur la cause des Autochtones et des Premières Nations plus particulièrement, puisque lui, ça fait je pense que c'est un film qui parle de la nation des Cris. Donc, regarde bien ça. Je voudrais remercier ma conjointe parce que... merci. Parce que c'est pas mal. Toute cette vidéo-là a été faite grâce à toutes ces... recherches. C'est sûr que j'ai fait un petit peu des recherches, mais c'est principalement elle qui a fait des recherches là-dessus et qui s'intéresse à la cause des Autochtones, qui je trouve est une très belle cause, et je suis tout cœur avec eux. Et autre chose aussi, une autre parenthèse, ça n'a strictement rien à voir, mais je lance une chaîne sur le cinéma. Ça s'appelle Nation Cinéma. Tu vas pouvoir retrouver la chaîne, ma chaîne à moi, Immigré au Canada, et t'abonner à Nation Cinéma. Pour le moment, là, quand je parle maintenant, il y a déjà une vidéo qui est sur la chaîne à l'heure actuelle. J'en ai deux autres qui demandent, elles sont tournées, elles sont faites, mais il faut juste que je les monte. Donc je vais les monter. Et il y en a une notamment sur l'Ouganda. Donc si ça t'intéresse, parce que c'est une chaîne d'immigration, de savoir comment se passe le cinéma en Ouganda, tu pourras aller voir. Donc n'hésite pas à t'abonner non plus à Nation Cinéma si le cinéma t'intéresse, pourquoi pas. Donc, en parlant d'abonnement, si tu veux t'abonner, c'est toujours plus facile pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. De mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions dans les commentaires. Et puis on se dit... On se dit quoi, Guillaume? La revoyure. On se dit à la revoyure. Ciao. Bye.